c'est un coup et la distance. Carl Carmoni. Oh, yes! Birthday! Birthday pour Carmoni! Absolument! Bravo, j'ai plus où est la balle. On a perdu la balle. Et non, ce n'est pas Carl Carmoni, le spécialiste du mini-pot, mais bien Luc Rabouin, candidat à la mairie de Montréal. Luc, Salut! c'est correct, t'es à l'aise avec Luc? Oui, C'est familier, Luc. Ouais. Moi, j'essaie d'être. tu m'appelles Luc, je t'appelle Lambert. Exact. On y va comme ça. Fin. Merci de prendre le temps de t'asseoir. Ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Je suis évidemment cette course-là avec grand intérêt, étant un Montréalais d'adoption. Moi, je suis un gars de Québec, mais qui a depuis longtemps déménagé à Montréal pour l'université et qui a décidé d'y rester. Alors, merci de prendre le temps. Pour les gens qui te connaissent moins, parce que c'est un peu ça vos défis, autant à toi qu'à Soraya, c'est de vous faire connaître. Parle-moi un peu de toi, ton histoire, t'es né où, t'as grandi où, ta famille, c'était dans quel milieu? Donc, moi, c'est comme toi. Je suis arrivé ici, je suis arrivé à Montréal pour étudier à l'université. OK. J'ai grandi en banlieue de Montréal. Je suis né, j'ai grandi à Blainville. OK. Donc, c'est pour ça que je jouais au mini-pot quand j'étais jeune. C'est On ça. avait des mini-pots. Ça, c'était un gros sport à Blainville. Non, on avait un mini-pot pas loin, puis j'y allais. OK. Mes parents étaient des commerçants. Donc, OK. il y avait un petit commerce dans les années 80. D'ailleurs, ça s'appelait la boutique Luc. Mes parents avaient une boutique de jeans quand j'étais jeune, là, quand j'avais 10 ans. OK. Donc, mes parents étaient commerçants. J'ai grandi là, je faisais beaucoup de sport. j'étais Au-delà du mini-pot, tu faisais quoi? Baseball, hockey, comme OK. les jeunes gars Ouais. de cette époque-là. Là. On Ouais. jouait au hockey et au baseball. J'ai joué les deux tout le temps. Mes parents étaient tout le temps là avec moi pour m'accompagner. J'ai eu vraiment une belle enfance là, OK. de sport avec des amis, tout ça. Ouais. Jusqu'à temps que j'aille au cégep. Puis je fais mon cégep à Sainte-Thérèse, qui était à côté. Puis je suis venu à Montréal. Je me suis installé à Montréal pour aller à l'université, puis avec ma copine de l'époque. Puis on a eu la chance que sa grande sœur était déjà à Montréal, puis elle nous avait cédé son bail. Donc on a eu la chance d'avoir un bail pas trop cher sur la rue Saint-Denis. Oh, wow. Écoute, moi j'arrivais à Montréal, je connaissais pas beaucoup Montréal, puis j'habitais sur la rue Saint-Denis, là, c'était vraiment cool. Ouais, c'est ça. Ah, ben ouais. Incroyable. Puis depuis, tu y es resté, puis... Depuis, j'habite à Montréal, j'ai fait plusieurs séjours. J'ai habité 2 ans à Paris OK. avec mes enfants, quand mes enfants avaient 5 et 7 ans. Pour... La mère de mes enfants est française. OK. Elle vient de cette région-là, puis elle voulait puis j'étais d'accord là, que nos enfants découvrent un peu la culture de leur maman, puis qu'on peut s'habiter là. OK. Fait que je suis allé là pendant... On y allait pour 1 an, mais quand je suis arrivé là, Communauto, qu'on connaît bien ici à Ouais, Montréal, ouais. a acheté une entreprise d'autopartage à Paris. OK. Puis là, ils m'ont demandé de prendre la direction. Ah. Fait que finalement, je suis resté 2 ans. OK. J'ai été directeur de Communauto en France. Puis s'il y a bien quelque chose qui fonctionne bien, Tabarouette Ouais. à Montréal, puis une compagnie québécoise dont on peut être fier, c'est bien Communauto. Là. Exactement. Puis moi, Belle je trouve entreprise. que c'est une belle occasion pour qu'on reste un peu plus longtemps Ben oui. là-bas, projet familial. Puis en même temps, j'ai pu travailler. Puis on est resté 2 ans. Puis après, ben c'est sûr que pour moi, il fallait que je revienne ici. Paris, c'est une belle ville, c'est magnifique, tout ça. Mais avec des jeunes enfants, là, Montréal, c'est dur à battre. Oui, absolument. J'ai des informateurs qui m'ont dit que tu as eu une période punk. Est-ce que c'est vrai? J'ai eu les cheveux mauves. Ah, Ça, ouais. c'est vrai. Ouais. On a-tu des preuves photos de ça? Ah non, on n'a pas de preuve photo, puis on va pas diffuser de preuve photo de ça, mais je pense que tu pourrais trouver des témoins. OK, OK. Quand j'ai commencé à travailler à Montréal, j'étais étudiant en sciences politiques à l'UQAM, puis j'ai commencé à m'impliquer dans une maison de jeunes. Puis OK. finalement, j'ai travaillé comme job d'été dans une maison de jeunes quand j'avais 20 ans, là, au OK. début. Puis à un moment donné, c'est ça, avec une petite gang, on a décidé de se teindre les cheveux, puis moi, je les ai teints mauves. Des atteints mauves, comme Mathieu. Ah, plus mauve violette, là. Plus mauve violet, plus Ouais, foncé. ouais. OK. Hey, tabarouette. Hein? On dirait pas ça, hein? Non, c'est ça, comme on dit, t'as cheminé, c'est super. Moi, j'écoute beaucoup de musique punk. J'aime beaucoup ça. C'est quoi, à l'époque, c'était quoi? C'était Green Day que t'écoutais? Ah non, c'est avant ça. Avant moi, ça? c'est Sex Pistols, Ouais. PIL. Donc Ok. j'écoutais des groupes comme ça, mais j'écoutais aussi beaucoup du rock. OK. Quand j'étais plus jeune, là, j'écoutais vraiment plus du rock. Traditionnel, là, ouais, hard rock. Ouais, OK. ouais. OK. Là, ton parcours politique, Ouais. maire du Plateau depuis 2019, réélu en 2021, tu as été nommé président du comité exécutif en 2023. Et là, ben, tu succèdes à Valérie Plante comme chef de Projet Montréal depuis mars 2025. Peux-tu me dire, dans le fond, un projet, là, ça fait quand même plusieurs années, je sens que tu es impliqué dans les hautes sphères, disons, de la ville. Peux-tu me dire une chose, un projet dont tu es particulièrement fier depuis que tu es impliqué, comme je disais, dans les hautes sphères de la ville? Ouais.
Si tu me permets, je Ouais, vais vas-y. juste revenir un peu sur... Le parcours? Ouais, OK. parce que moi, j'aurais jamais pensé. Tu sais, tu me dis, t'es rendu, tu vas te présenter maire. J'aurais jamais pensé ça OK. avant. Je travaillais dans une maison de jeunes, comme je te dis. Après ça, j'ai travaillé comme organisateur communautaire à la Chine pour accompagner des organismes. Après ça, je suis parti après ça, j'étais directeur du centre d'écologie urbaine. Donc, j'ai travaillé vraiment en environnement. Après ça, je suis allé à Paris, je travaillais à Communauto, je suis revenu, j'ai travaillé en développement économique local. Puis quand Luc Ferrandez a démissionné, je me suis dit, OK, il faut qu'on continue, il faut que ça continue, la transition écologique. Mes enfants étaient plus jeunes, puis c'était vraiment ma préoccupation principale. Il faut qu'on continue la transition écologique. Ferrandez s'en va, qui va le faire? Puis là, je me suis posé la question, bien, pourquoi moi, je ne le ferais pas? Puis s'il y a du monde comme moi qui ne le font pas, bien, qui va le faire? Puis là, je me suis dit, OK, je me lance. Puis là, j'ai été élu maire du Plateau. Et assez rapidement, la mairesse m'a nommé responsable du développement économique. Ouais. Donc, j'étais un nouveau maire. J'étais responsable du développement économique au comité exécutif. Puis on est tombé en pandémie 2 mois après. Fait que j'ai eu Ça a été rock'n'roll. rock'n'roll. Donc, j'ai eu une Comme courbe la musique que tu écoutais quand d'apprentissage. tu étais jeune. Exact. J'ai eu une courbe d'apprentissage vraiment rapide parce que tout le fonctionnement des arrondissements, on ne savait pas. On ouvre ses piscines, on les ouvre pas. Ouais. Tout était remis en question à chaque jour. Puis en plus, les entrepreneurs étaient en panique, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, l'entreprise était fermée, on ne savait pas combien de temps. Donc, ça m'a vraiment fait apprendre les choses rapidement. Je ne l'avais pas planifié comme ça, mais c'était vraiment stimulant. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai une belle expérience là-dessus. Puis, on a eu un contexte particulier qui a fait que la présidente du comité exécutif a quitté. Moi, j'ai été nommé dans un contexte un peu turbulent. OK. Puis, je l'ai pris. Puis j'ai préparé mon premier budget, fait que j'ai pu apprendre tout le détail, comment ça marche un budget, la ville, tout ça. Et même chose, quand la mairesse a décidé qu'elle ne se présentait pas, moi j'étais le premier surpris, parce que je pensais qu'elle allait Oui, vouloir parce faire que tu t'es prononcé initialement comme Exact. quoi elle se Moi, représenterait. Ouais. je pensais ça, que c'est ça qui allait arriver. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je ne devrais pas le faire? Puis j'ai décidé de le faire. Puis aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, puis ça pourquoi je décide de me lancer là-dedans, c'est vraiment la crise du logement et de l'itinérance. OK. Il faut qu'on continue la transition écologique. Moi, je OK. me pensais en question, il faut qu'on continue d'avancer là-dessus. Mais la crise du logement et de l'itinérance, ça me bouleverse. Puis je trouve qu'il faut qu'on fasse encore plus. Puis je vais arriver à ta question sur le projet. Oui, là. absolument. Une des dernières décisions que j'ai prises quand j'étais président du comité exécutif, ça a été d'acheter 700 logements dans Côte-des-Neiges. 31 immeubles, 103 millions. La plus grosse transaction de l'histoire de la ville. 103 millions. 103 millions. Ah, ben ouais, Plus grosse transaction de l'histoire de la ville. OK. Et comme j'étais président du comité exécutif, bien là, la direction nous présente, bon, on a la possibilité, la ville, d'acheter ça. On peut égaler l'offre dans certains cas. Habituellement, on achète des maisons de chambre à 3 millions, 2 millions. Là, c'était 31 immeubles d'un coup. La ville n'a jamais fait ça. OK. Et là, les gens de la direction de la ville me disent, écoute, on a 60 jours pour prendre une décision. On n'aura pas le temps d'inspecter tous les logements. C'est ben trop gros, c'est ben trop vite, c'est ben trop cher, 103 millions, on ne pourra pas le faire. Puis moi, j'ai retourné la question en disant, qu'est-ce qui arrive aux familles? 700 logements dans Côte-des-Neiges, familles migrantes, personnes à faible revenu, une grande société d'investissement qui veut l'acheter. Les meubles, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver soit qu'ils vont les sortir, soit qu'ils vont augmenter les loyers de façon exubérante, soit ils vont utiliser des stratagèmes pour faire comme s'ils ne voulaient pas vraiment les sortir, mais ils vont les sortir, puis au final, ça va revenir au même, les loyers vont augmenter. Exact. Moi, c'est ça que je pensais qu'elle allait arriver. Fait que j'ai reviré le risque. Parce que c'est comme si la direction de la ville disait on ne peut pas prendre ce risque-là. Puis moi, je disais bien, on ne peut pas prendre ce risque-là pour les gens qui habitent là. Parce que c'est eux autres, ils vont se retrouver où, tu sais? C'est combien? C'est 700 logements, c'est combien de... C'est 3000 personnes. Là. 3000 personnes. OK, ouais. C'est majeur. Là, quand même. On a poursuivi les échanges. Puis moi, j'ai demandé à l'équipe de direction, j'ai dit je veux être sûr que nous tous, là, moi, vous, on soit capable de se regarder dans le miroir si on dit non à cette transaction-là. Ils sont revenus 2-3 semaines après en disant on a trouvé une solution. Entente avec l'Office municipal d'habitation pour les gérer, parce qu'il faut gérer les immeubles, la ville, on n'a pas d'équipement pour ça. Puis on avait trouvé la façon financière, on l'a acheté. Ça, là, quand on a fait ça, là, j'ai fait OK, moi, c'est pour ça que je fais de la politique. Puis je vois qu'on peut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est vraiment... Ça, donc ça, c'est un des projets que je suis le plus fier. OK. Puis c'est ça qui a été le déclencheur pour me dire OK, je me lance à la mairie. Parce qu'il faut qu'on aille encore plus loin, puis il faut qu'on fasse des choses qu'on n'a jamais faites. Parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas le faire. Mais on peut. Voilà. Bien, c'est chouette, c'est une belle histoire. Puis
Le mini-pot où on se trouve aujourd'hui, c'est un peu dans une perspective beaucoup plus petite, là, mais c'est un peu le même type d'initiative, c'est-à-dire un terrain qui est soudainement vacant, qui est soudainement libre. Ouais. Puis la ville, ta ville, qui décide de mettre la main dessus. Ils construisent un mini-pot en attendant d'avoir un projet de logement plus périn. Et nous voilà aujourd'hui à jouer au mini-pot ici en attendant que des logements soient construits à loyer, j'imagine, raisonnable Exact. pour des familles, pour du monde ici. C'est bien. D'ailleurs, c'était une de mes questions. J'ai demandé aussi à Mme Martinez. Mme Plante a été reconnue, s'est gagnée le surnom de mairesse du vélo au fil des années. Si j'avais à te demander si tu pouvais choisir le surnom qui te colle à la peau, advenant le cas où tu deviendrais maire, que ce soit après 4 ans, après 8 ans, peu importe le temps que tu seras là, ce serait quoi le surnom que tu aimerais qu'il te colle? Moi, je vais être le maire du logement. Maire du logement? C'est sûr. Puis je pense que Mme Martinez-Ferrada va dire la même chose. Ouais, elle a dit la même chose. Exact. Mais on n'a pas la même approche. Puis Qu'est-ce qui vous distingue? Je trouve que l'exemple ici, c'est un bon exemple. OK. Parce que en pré-campagne, là, dans les premières interventions publiques qu'elle a faites, Mme Martinez-Ferrada, elle a critiqué que nous, on faisait des mini-pots. Mais elle aime pas ça, le mini-pot. Elle aime pas ça. Non, peut-être. Non, mais tu sais, ce qui est important, là, c'est que on a décidé, Projet Montréal, d'acheter des terrains. Ils ne faisaient pas ça Ensemble Montréal avant. Ils n'achetaient pas de terrain. Donc, nous, on achète des terrains et on les réserve. Si on n'avait pas acheté le terrain ici, là, ça serait des condos. On a acheté le terrain, on le réserve. Puis là, on travaille avec un groupe de ressources techniques pour trouver le financement puis monter le projet pour être sûr que ce soit du logement que les gens sont capables de payer. Exact. Pas juste les plus riches, là. Les gens moyens. Là. Ouais. Et c'est ça qu'on fait. Puis on aurait pu juste barricader le terrain. Ben non, on s'est dit, en attendant que le projet se développe puis que se construise, on aménage un mini-pot, puis les gens peuvent l'utiliser, les familles l'utilisent, il y a tout le temps du monde ici, arrêter une table de pique-nique, jaser, prendre un lunch. Ouais. Ça marche. Donc, nous, on achète des terrains, puis maintenant, ils sont disponibles pour développer des projets de logement. Oui, puis éventuellement, ça va être, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vont payer des loyers. Vous avez qu'à rembourser sur le long terme l'argent que vous avez investi ici au fur et à mesure que les années passent et que les loyers se payent. Non, exactement. Puis c'est surtout de réserver des espaces, parce qu'après ça, si on veut faire du logement abordable, puis on n'a pas de terrain, bien, c'est bien difficile de le faire. Exact. Donc, nous, on a fait ça, puis maintenant, bien, c'est sûr qu'il faut continuer d'en développer des unités de logement, mais la grosse différence, là, c'est que nous autres, Projet Montréal, on veut construire tout type de logement, mais on veut s'assurer qu'il y ait du logement, 20 des logements soient réservés pour du logement qui est en dehors du marché spéculatif, pour vraiment qu'il reste abordable tout le temps. Mme Martinez-Ferrada, elle mise davantage sur le libre marché. Sur la collaboration avec le privé, etc. Il faut collaborer avec le privé. On n'a pas le choix. Les unités de logement, c'est eux autres qui vont les construire. Mais on veut s'assurer qu'il y en ait toujours une portion significative qui reste hors marché. Nous autres, notre aspiration, c'est Vienne. Parce qu'il y a un bon équilibre entre le marché privé puis le logement hors marché. Son inspiration, c'est Toronto. On laisse le libre marché. Qui peut habiter à Toronto? Il faut être riche pour habiter à Toronto. Ouais. Mais moi, c'est pas ça mon projet pour Montréal. Ce que je veux, c'est que tout le monde puisse habiter à Montréal. OK. Intéressant. C'est vraiment... Je te dis, c'est vraiment ça pour moi qui m'anime le plus. Montréal a toujours été une ville abordable. Ouais. Là, moi, Ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins. Moi, j'ai un jeune fils de 20 ans qui est au cégep. Puis, tu sais, il aimerait ça, se partir de la maison puis aller en appart. Comment tu veux qu'il fasse ça avec le prix des logements? Puis encore pire, comment est-ce qu'il veut pouvoir s'acheter une propriété, que ce soit un condo ou une maison éventuellement sur l'île? Exact. Je suis un peu dans ça présentement. J'ai 28 ans, je suis dans l'est de Montréal parce que justement, l'est, je suis capable d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus moderne, à un prix beaucoup plus bas que je l'aurais ici. Ouais. Puis bon, là, on est dans l'optique de regarder pour une propriété. Puis c'est sûr, puis on le voyait cette semaine dans les articles qui sortaient dans les journaux, là, où je sais pas si c'était la semaine dernière, mais les gens qui quittent de plus en plus l'île, moi, je te cacherai pas que j'aurais pas le choix. Là. Je regarde même pas sur l'île, présentement, ça vaut pas la peine. Ouais. J'ai pas les moyens de me payer ça, fait que c'est un peu dommage, mais dans les prochaines années... C'est ça qu'il faut qu'on renverse. Ouais. Il faut qu'on arrive à renverser la tendance pour que les gens comme toi, pour que mes enfants, Reste pour que tout ici. le monde puisse habiter à Montréal. Petite question plus relax. Ouais. OK, on y va de même. Spotify ou Apple Music? Spotify. Spotify, tabarouette, j'aime ça, c'est clair, c'est efficace. Puis c'est pour moi la seule bonne réponse. Mais moi, je suis hyper biaisé, là. Équipe Spotify. C'est sûr que là, une plateforme québécoise, ce serait bien. On travaille, j'imagine que quelqu'un va travailler là-dessus éventuellement, mais bon, entre les deux, moindre mal, Spotify. Le mieux, c'est écouter acheter les albums des artistes, puis après ça, on peut les écouter sur Spotify aussi. Ouais. Ceux qui en ont besoin, mettons les artistes québécois. Exact.
Bagel Saint-Viateur ou Bagel Fairmount? Ah, ça, c'est impossible de trancher. Bagel. OK, t'es pas capable de faire la... Moi, je mais- prendrais Saint-Viateur. Ah, mais tu peux pas faire ça. T'imagines, tu te présentes à être maire de Montréal puis tu choisis un des deux. T'es Ouais, mort, j'avoue. là. Moi, c'est facile, je me présente pas faire de Montréal. Olive ou pickle? Olive. Olive? Hey, ça aussi, j'en reviens pas. Le nombre de gens qui me répondent olive, moi, pour moi, je suis un gars de pickle à côté. Ah, OK, bon. Mais écoute, J'ai essayé, je suis allé dans un marché public à Huntsic en fin de semaine OK. dernière. Il y avait des gens de Pogo Pickle. OK. Donc, j'ai essayé ça. C'était Et pas pire. c'était pas pire? C'était pas pire. T'as pas fait? D'autres affaires, tu manges pas 4, d'après moi. mais- Non, t'en manges un. c'est ça. Auto ou vélo? Vélo. Mais Bon. auto de temps en temps, je veux dire, tout le monde, à un moment donné, on se déplace de différents modes. Puis ça, c'est pas exclusif, là. La plupart du monde là, sont des fois à pied, des fois en auto, des fois à vélo, des fois en Ouais. autobus. Tu sais. Montréal l'hiver ou Montréal l'été? Ah, Montréal l'été. Ouais, hein? Les Ben. festivals, se promener dehors, dans les parcs. C'est tellement agréable, Montréal l'été. Ouais, moi aussi, je suis absolument à la même place. Je pense que Montréal l'été, c'est pour avoir voyagé quand même pas mal, une des plus. Je pense que c'est la plus belle ville au monde, moi, l'été. Ouais, là. ouais, ouais. Il y a vraiment de tout, les festivals, la culture, Montréal l'hiver, c'est cours quand même. d'eau. Montréal l'hiver, c'est quand même pas mal. Moi, tu sais, comme je te disais, j'ai habité 2 ans à Paris. Là. Ouais. Puis Paris, c'est gris. Montréal, l'hiver, la lumière, la luminosité avec la neige, c'est quand même vraiment. Ouais. Ouais, puis t'as quand même des événements, tu sais, Igloo Fest. Ouais, ouais, absolument. Justement, en parlant de festival, Oshéaga ou festival de jazz? Festival de jazz, je te dirais que mes enfants sont à Oshéaga. OK. Ben ouais. Moi, je suis arrivé à Montréal, là, puis tu sais, je connaissais pas beaucoup Montréal. Puis c'est comme au festival de jazz que je suis devenu Montréalais. Tu sais. Toi, Avoir- t'es un triple de jazz, je pense. Hein? Pas en tout. Non? Je Pas connaissais... en non, tout. non, non, non. Je connaissais pas ça, le jazz. Mais j'allais à l'événement. OK. Parce qu'il y avait de la musique. Il y avait blues à côté. Fait que moi, j'étais T'avoues, plus je suis blues que jamais jazz. allé. J'avoue, là, Ah, ouais, je ok. confidence, je suis jamais allé, mais là, t'écouter parler ta barouette, c'est à mettre Ben, sur ma... c'est que moi, je découvrais qu'on pouvait être 100 000 personnes ensemble, puis des gens qui viennent de partout dans le monde, à triper sur la musique, à faire un événement ensemble. Puis c'est comme si j'ai eu le feeling de devenir Montréalais avec les grands festivals. Ben, il y a les Franco aussi. Ouais, ouais, il y en a. Là, j'avais 18 ans, là, tu sais, donc c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une richesse, c'est le fun. J'aime ça. Même si j'aimais pas le jazz. Bon, J'aimais l'animation puis l'événement. ben, ce sera sur ma liste de to-do dans les prochaines années. Chocolatine ou croissant? Chocolatine. Chocolatine. J'ai un petit peu la dent sucrée. OK. Ah ouais, moi, je suis vraiment pas là-dedans sucré. Ah oui. Ça Ben, vient tu- avec le temps. OK, peut-être. Ouais. Si je regarde mon héritage familial, ça vient avec le temps. Camillien Hood avec ou sans char? Sans. Sans char. Sans char. Là, ça, avec c'est- une navette. Ça, clair. c'est clair, mais c'est un élément Distinctif. distinctif de ce que Soraya propose. Ouais. Puis moi, ce que j'amène, qui est distinctif de ce qu'on proposait initialement, c'est une navette. Une navette. Ça prend une navette pour... moi, j'allais avec mes enfants faire du ski de fond sur la montagne. Donc, on prenait le bus, on avait un accès. Les personnes aînées, les personnes à mobilité réduite, je l'ai entendu, ça, OK. que c'est une préoccupation. Bien, la navette, elle répond à ça. Voter oui ou voter non? Là, tu pas à me demander voter oui ou non à quoi. La question, c'est voter oui ou voter non. Bien, moi, je suis oui dans ma cour, plutôt que pas dans ma cour. OK. Donc, voter oui. Ça fait oui. Soirée aux Canadiens, à l'Impact ou aux Alouettes? Je dirais aux Canadiens en premier, Ouais. puis à l'Impact en deuxième. OK. Mais ouais. moi, j'étais socialisé avec le hockey. Là. Ouais, Quand j'étais petit, ouais. j'écoutais le hockey tout le temps, à chaque soir. Pas chaque Tu soir, mais à chaque match. T'écoutes-tu les matchs des fois? De temps en temps. OK. Beaucoup moins maintenant qu'avant. T'as moins le temps. J'ai moins le temps, mais en série, là, Ah. c'est sûr que je reviens, La je fièvre. reviens fan. Oui, c'est ça, exact. Quelques questions sur les dernières années, sur ce qui s'en vient. 60% des Montréalais disent qu'ils sont un peu insatisfaits du travail qui a été effectué par Mme Plante. Et encore plus de personnes disent qu'ils veulent du changement. Ouais. Comme c'est souvent le cas en contexte électoral, la personne qui correspond le plus ou qui réussit à s'accaparer l'élément de « je suis le changement Ouais. se donne les plus grandes chances de gagner, que c'est comme ça partout. Ouais. En quoi tu es en mesure de convaincre les gens que tu représentes un changement par rapport à Mme Plante? Donc, je suis le changement. Tu es le changement! On dirait que ça... C'est bon? Ouais. Mais il faut juste regarder mon parcours. On en a parlé un petit peu tantôt, mon profil, ce que j'ai fait dans les dernières années. Je pense que j'ai une approche qui est assez différente de celle de Valérie, mais j'ai la même vision et les mêmes valeurs. Puis ça, je pense qu'au bout du compte, là, ce que les gens vont vouloir choisir, c'est qui la bonne équipe qui va amener Montréal dans la bonne direction.
Et ça, je pense que c'est Projet Montréal. Moi, je suis convaincu que c'est nous qui avons de la bonne vision. Nous, on parle d'environnement, puis c'est une préoccupation de la population. Ensemble, Montréal, ils ne parlent pas d'environnement. Tant que ça? Tant que ça. On voit que ça a perdu quand même un peu de plume, l'environnement. Là. Tu regardais la campagne fédérale durant l'hiver, ça avait vraiment glissé dans le top 20 des préoccupations des gens. Tu regardes le recul des gouvernements du Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement américain, les gouvernements partout dans le monde sur les mesures environnementales. Ça a du recul. On en parle moins, c'est moins un sujet à la mode, mais je pense que profondément, ça préoccupe les gens parce que il faut qu'on pense pas juste à nous maintenant. Moi, c'est pour ça aussi que je fais de la politique. Je pense à mes enfants, je pense à leurs enfants, puis on doit prendre des décisions maintenant qui vont avoir un impact sur l'avenir. Fait que nous, Projet Montréal, on incarne ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut garder. Et si on regarde l'équipe actuelle, nous, on propose vraiment de loger tout le monde. Projet Montréal, là, on est un parti de citoyens, de gens ordinaires qui sont engagés, impliqués dans leur communauté, puis on travaille au service des gens ordinaires, des Montréalais. Nous, on n'est pas au service des élites économiques. Et ça, je pense que c'est vraiment une différence qui est fondamentale. Madame Martinez-Ferrada, elle va aller chercher des appuis. Mais pour la population, là, les gens, ils veulent qu'on travaille pour eux, pour leur qualité de vie, maintenir l'accès au logement pour tout le monde, l'abordabilité, l'environnement, offrir des options de mobilité à tout le monde. Ça, c'est Projet Montréal. Oui, puis comme je dis souvent, l'environnement, c'est peut-être moins à la mode ces jours-ci, mais on pèle par en avant. T'sais, on a beau se dire c'est pas à la mode, il va falloir d'office, il va falloir que ça redevienne à la mode éventuellement parce qu'on va se retrouver avec les feux de forêt seront plus dans le nord, ils vont être rendus dans notre cour. On l'a vu avec les inondations, que ce soit ici ou à Québec. Moi, je pensais pas. Puis, tu sais, je suis pas un grand écologiste. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait attention, je suis quelqu'un qui a été élevé avec le recyclage, tout ça. Mais je pensais pas vivre les changements climatiques comme on les vit présentement. Tu sais, la fumée des feux de forêt qui pollue l'air de la ville ici à Montréal en plein été. Je t'avoue que ça, c'est quelque chose sur lequel... un enjeu sur lequel j'ai été sensibilisé au fil du temps, là, de le vivre aussi près de nous autres, de façon aussi tangible, alors qu'à l'époque, je disais, c'est pour mes enfants, c'est pour les générations futures, ça a l'air que non. Ça a l'air que c'est nous autres aussi, là, maintenant. Mais ça tu ferais bien d'attirer l'attention là-dessus parce que avant, on parlait des changements climatiques comme quelque chose qui s'en vient. Oui, exact. Qui va arriver, puis il faut qu'on se prépare à ça. Là, on les a, les effets. Là. On commence, mais ça fait juste commencer. Oui, c'est ça, exact. Il va en avoir d'autres. Il faut vraiment qu'on adapte notre territoire au changement climatique dans la vraie vie, là, au quotidien. Là. Et ça, nous, on va être là-dessus. Ça va être important pour nous. Mais je sais qu'en ce moment, la préoccupation urgente de tout le monde, c'est pour ça que je pense que l'environnement est moins préoccupant. Parce qu'il y a des urgences. Là. Il y a des milliers de personnes qui dorment dans la rue, qui sont dans une situation vraiment de misère. De vulnérabilité. Vulnérabilité, mais de grande misère. Là. Puis on ne peut pas accepter ça là, dans une société riche comme la nôtre. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je mets ça comme priorité. C'est la priorité de la population, c'est la mienne, puis je veux mettre le maximum d'énergie là-dessus. C'est pour ça que je me présente à la mairie. C'est vraiment ça qui m'anime le plus profondément. Puis quand on regarde les priorités des Montréalais, les plus récents sondages que j'ai trouvés, là, ça fait effectivement partie tout ce qui est accès au logement, tout ce qui est aide aux personnes en situation d'itinérance, lutte à la violence armée, crime organisé, fluidité de la circulation automobile, propreté. C'est vraiment le top 5. Le logement, on en a quand même pas mal parlé. Ouais. Je ne reviendrai pas là-dessus. Itinérance. Ouais. Madame Martinez-Ferrada, elle promet de mettre fin au campement. D'abord, ça va être en deux temps ma question. C'est qu'est-ce que tu fais avec les campements, mais qu'est-ce que tu fais plus largement avec les personnes en situation d'itinérance. Elle propose de mettre fin au campement d'ici 2029. Moi, j'ai été plusieurs années auprès du ministre Carman, qui est le ministre des Services sociaux au gouvernement du Québec. J'y crois pas pantoute. Mais en tout moi, là, tu sais, c'est quoi? Peut-être des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de personnes en situation d'itinérance visible à Montréal qu'il faudrait mettre quelque part. Toi, tu proposes quoi? C'est une crise sans précédent. Là, tu sais bien, compte tenu de ce que tu as fait auparavant. On n'a jamais été confrontés, nous, les villes, à s'attaquer directement à la question de l'itinérance et essayer de trouver des solutions. On n'a pas eu autant à être impliqués là-dedans. Même chose avec la crise du logement. Mais les gens, ils sont dans nos rues. Ils sont là au quotidien. Puis les Montréalais, ils veulent plus qu'on se renvoie la balle d'un palier à l'autre. Ils veulent qu'on le prenne en main, que nous, on prenne le leadership. Puis moi, c'est ça ma stratégie. C'est de dire, on va faire le maximum possible, puis je pourrais te parler de mes propositions concrètes si tu veux. On va faire plus que ce qui est
dans le cadre d'une ville habituelle. On va sortir du cadre. On va faire plein d'affaires plus parce qu'on va vraiment mettre Qu'est-ce des qu'on va énergies. faire? C'est quoi tes On va propositions? sortir 1000 personnes de la rue. Donc, 1000 personnes avec du logement transitoire. OK. D'ailleurs, c'est ce que le ministre dit que ça prend. Oui. Du logement transitoire pour être capable que la personne ne soit pas dans une tente, qu'elle soit au moins en sécurité. Le temps Soit qu'on dans un travaille- logement, puis le transitoire, c'est le fait qu'elle ait de l'accompagnement aussi, qu'il aide à qu'elle faire ait de cette l'accompagnement, transition-là. puis elle peut rester là 3 mois, 6 mois, 12 mois, le temps qu'elle soit stabilisée, Qu'elle se stabilise. qu'elle puisse aller en logement. Ouais. C'est ça qui manque. Donc, moi, j'ai proposé d'en faire 500 en modulaire, des habitations modulaires. Ça, c'est des... Mme Martinez-Feralda appelle ça des tentes roulottes. C'est pas des tentes roulottes. C'est vraiment des unités qui servaient à loger des travailleurs à la romaine. Ouais. C'est 15 travailleurs qui étaient là-dedans. Il y a 15 chambres, puis une pièce commune. C'est en dur, c'est solide, c'est sécuritaire, c'est à l'abri du froid, des Ouais, c'est ça. intempéries. Regarde ça, puis être dans la rue de toute façon. Exact. en tant que- Fait que, donc ça, c'est pas l'idéal, hein? C'est pas un hôtel de luxe, Non. mais c'est un lieu sécuritaire. Les gens sont dans une tente, là. Ouais. Ils sont dans la rue. Fait qu'on les amène là, on leur offre de la sécurité, on les stabilise, puis après ça, on les accompagne pour aller vers le logement. Donc moi, je vais en faire 500 avec nos propres ressources, la ville. Là, on ne fait pas ça là, en ce moment. Donc ça, c'est un exemple concret de choses où je te dis, on va faire avec les ressources qu'on a, nous, la ville. Puis moi, je suis capable de le chiffrer. Je sais d'où je vais prendre l'argent parce que j'étais responsable des finances de la ville. Donc ça, on est capable de le faire. Puis ça, je trouve que ça nous aide après ça à parler avec nos autres interlocuteurs à Québec, au fédéral, pour dire, toi, tu fais quoi? Tu sais, parce que là, on a une crise. Fait que moi, je suis prête à faire ça. Toi, tu es prête à faire quoi? Puis, y a-t-il des choses que moi, je pourrais faire plus? Puis qu'on soit vraiment dans un mode de travailler ensemble pour résoudre la crise. Parce que moi, je ne ferais pas croire aux gens que la ville tout seul, on va régler le problème. Non, puis la vérité, c'est que illusoire. moi, j'ai toujours un petit problème avec l'expression, tu sais, régler le problème. Ou, tu sais, je me rappelle M. Marchand qui promettait l'itinérance zéro il y a 4 ans en campagne électorale. Il faut être réaliste. L'itinérance, ça existe partout maintenant. C'est de reprendre le contrôle. Puis c'est, pour reprendre une expression malheureusement connue, c'est d'aplatir la courbe, éventuellement de la faire descendre. Ouais. Tu sais, c'est ça le grand défi présentement, c'est d'aller dans le bon sens. Oui, parce que là, on est en croissance. Là, c'est comme, il faut arrêter ça. Il faut mettre fin à l'hémorragie, puis prendre soin du plus de gens possible, et pas juste en prendre soin dans une perspective de court terme de pansement sur le bobo, mais de réhabilitation, puis de hey, on vous redonne une nouvelle chance. Tu sais. Ouais. Lutte à la violence armée. T'es-tu, tu sais, là, dans les grandes métropoles, là, même aux États-Unis, là, l'espèce de mouvement Defund the Police, là, de plus en plus de gens, surtout à gauche, tu sais, associés à la gauche, qui sont dans ce type-là. Tu te situes où par rapport à ça? Les forces policières, là, on a vu qu'il y a eu plusieurs drames terribles là, à Laval, à Longueuil, dans les derniers jours seulement, des féminicides. C'est quoi ton plan? C'est vraiment des choses différentes. Là. Ouais, mais mais pour le sentiment de sécurité oui, des Montréalais. Tout à fait. Le sentiment de sécurité des Montréalais, il est sous pression en ce moment parce que, surtout au centre-ville, je dirais, avec la montée du phénomène de beaucoup de personnes en situation d'itinérance, des fois des gens qui parlent fort, on ne sait pas trop, ils sont-ils dangereux, sont-ils pas dangereux, on est comme mal à l'aise, puis on ne sait pas si c'est dangereux ou pas. Je pense que la solution, le logement itinérance, nous aide à améliorer le sentiment de sécurité. Sur la lutte aux armes à feu, là, si on se rappelle à la dernière élection, là, ça pétait partout à Montréal, là, ça tirait. Là. Puis on a vraiment réussi à diminuer cette situation-là. C'est beaucoup moins présent, les crimes aux armes à feu, maintenant. La police a son rôle à jouer. Puis les gens qui sont de la tendance défendre tout ça de police, en fait, ce qu'ils veulent mettre l'avant, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont faites par les policiers qui pourraient être faites par des intervenants sociaux. C'est vrai. Ouais. Les policiers se ramassent à intervenir dans des situations parce qu'il n'y a juste personne qui fait ça, puis c'est eux qui le font. Puis c'est pour ça qu'on a créé la brigade, l'équipe de médiation et d'intervention sociale, les MIS. Les Miss, ouais. Les MIS, on a créé ça en partenariat avec le Avec gouvernement du Québec, ouais, avec les moitié-moitié, Ouais. justement pour libérer un peu la police, qu'elle puisse se concentrer sur la criminalité. Puis quand il y a des enjeux de cohabitation, il y a quelqu'un qui dort sur mon balcon, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas appeler à la police quand même, bien, tu peux faire appel à la brigade des MIS, à l'équipe des MIS, puis ils peuvent aider à améliorer le voisinage. Donc ça, c'est une intervention concrète. Moi, je propose aussi d'augmenter le financement des organismes en itinérance qui travaillent auprès des personnes. Je pense qu'il faut qu'on augmente les services aussi. Je ne veux pas non plus faire de lien trop direct entre criminalité et itinérance, parce que c'est deux choses vraiment différentes. Mais il y a quand même tous les trafiquants et des gens qui abusent des personnes qui existent aussi, donc la lutte contre le trafic. Ouais. Ça, c'est aussi la job c'est la job de la police. C'est la police qui peut faire ça. Il faut qu'on continue d'agir dans ce sens.
Propreté. Ouais. Rapidement, là. Ouais. Un peu, là, on va attendre. D'ailleurs, Ouais. hein, on le Ben, sait. c'est ça. On a comme une draft de. C'était comme c'était-tu organisé de Ouais, même? c'est ça. Bien T'es joué, les accolé, boys! T'es accolé. Ouais, c'est vrai, c'était en simultané. Ah, je te le dis. Lambert, là, il est plugué, écoute, les. Le gars à Ricova, là, c'est C'est bon, ça? Je sais même pas, je connais pas ça. Ricova, c'est une grosse entreprise. une grosse entreprise Ouais. Ça fait de la collecte. de matières résiduelles Exact. et de recyclage. Ça, c'est tout un job, hein? J'ai rencontré celui qui... comment il s'appelle? Samuel Poupard? Celui qui a écrit le livre, là. Oui, je sais très bien de qui tu parles, mais je me rappelle plus de son nom. Ouais, c'est ça. C'est une job costaud. Moi, je serais pas capable de faire ça, là. Non, faut que tu sois absolument en forme. Tabarnouche, je commence le Tu vas matin, vraiment travaillant. cours toute la journée, là. C'est tough. Ouais, j'ai vu aller. C'est des gars qui sont branchés. Ouais. Ouais. Propreté. Propreté, il faut en faire plus. C'est clair. C'est un défi. C'est un vrai défi, surtout Comment on a fait plus? en ajoutant des ressources. Donc, un des engagements que j'ai pris concret pour le centre-ville, c'est qu'on double les brigades de propreté, fois deux. Donc, il y a des brigades de propreté qui ont été mises en place par les sociétés de développement commercial, les associations de commerçants. Ils ont mis en place des choses, ça fonctionne bien. Donc, moi, je veux faire fois deux, parce que, de toute évidence, il manque de ressources, et les allonger toute l'année. Parce que là, ça commence au printemps, mais maintenant, l'hiver, là, ça fond, il reneige, il y a des déchets. Donc, il faut ramasser toute l'année avec les brigades. Ça, c'est un exemple concret d'augmenter les ressources pour la propreté. Puis, évidemment, il faut que tout le monde fasse sa part aussi. Oui, c'est ça. Moi, je le dis souvent, ça. Ramassez vos vidanges, tabarouette. Mais je vais la garder large, en fait, la question, puis je vais aller avec les exemples spécifiques par après. Mais vous, y a tous les éléments là, en amont, avant que je rentre dans les exemples spécifiques, que vous referiez différemment, ayant été membre des hautes instances de la ville dans les 4 dernières années? C'est une question difficile parce que moi, je suis comme vraiment tenté de regarder en avant. Tu sais, je regarde ce qu'on a fait en habitation, en logement. On a fait beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. C'est pour ça que j'arrive avec des propositions concrètes. Donc, si j'étais là, est-ce que j'en aurais fait plus? Ben non, parce qu'à un moment donné, on apprend les choses, puis on se dit, OK, ça c'est possible, ça c'est pas possible. C'est facile quand t'es pas au pouvoir de dire, moi j'aurais fait ça, t'aurais dû le faire. Ouais. Mais quand t'es là, ben, Mais là, moi, je vous l'offre un petit peu. Ouais. C'est un peu ça que je vous dis. Là. Je vous dis, non, c'est pas possible, mais dans un monde où ça le serait, le 20-20-20, ça a été extrêmement critiqué, la mesure pour le logement social, abordable, familial. Il y a aussi la vétusté des bâtiments qui a fait couler beaucoup d'encre, le prix des loyers qui a extrêmement augmenté. Ouais. Y a-tu un élément là, sur lequel tu dis, ça, là, je mettrais peut-être plus d'emphase là-dessus? Je pense qu'il y a un... On n'a pas accordé autant d'importance qu'on aurait dû, je pense, au développement économique de Montréal. OK. C'est un élément qui est assez important, qui est fondamental. Moi, j'ai travaillé dans ce milieu-là, comme je te disais tantôt, avant. Donc, il faut qu'on y accorde plus d'importance, mais il faut qu'on reste dans un esprit que nous, le développement économique, c'est au service de la collectivité montréalaise. C'est ça qu'on veut que ça soit. On a fait beaucoup de travail avec les associations de commerçants. Moi, je pense que c'est bien. On a quintuplé le financement des associations de commerçants. On a créé des rues piétonnes. Moi, je suis fier quand même du bilan qu'on a fait. Et comme je te disais tantôt, c'est vraiment facile de critiquer après. Ouais. Tu sais, on a fait les piétonisations. Là. Moi, je me rappelle, quand on a piétonisé l'avenue du Mont-Royal, j'étais maire du plateau. Là. Ouais. On a décidé ça avec l'association de commerçants. Là. On était le lendemain de la pandémie, puis on se disait comment on va faire pour que les gens reviennent dans les commerces. Il n'y avait même pas les masques encore. Là. On se demandait comment faire. On a décidé de la piétoniser. Ensemble, Montréal déchirait leur chemise. Ils disaient, voyons, ça n'a pas de bon sens, vous allez tuer la rue. Même chose quand on a fait le rêve Saint-Denis. Vous allez tuer la rue, déchirer leur chemise, ils se mobilisent contre. Puis là, après, finalement, ils trouvent que c'était une bonne idée. Fait que je trouve que ça, c'est important que les gens saisissent la différence entre Ensemble Montréal et Projet Montréal. Nous, on essaye des choses, puis si ça ne fonctionne pas, on s'ajuste ou on améliore. Ensemble Montréal, ils n'essayent pas des choses. Ils nous regardent aller, puis ils nous disent ce qu'on devrait faire après. Donc, si les gens cherchent à améliorer les choses, si ce n'est pas le statu quo qu'ils cherchent, bien, c'est Projet Montréal qui est la solution. Puis je trouve que les piétonisations, c'est un bon exemple parce que c'est devenu un emblème à Montréal. Ouais, puis. Hey, Wellington, c'est la rue la plus cool au monde. Ouais, puis franchement, c'est très agréable. Moi, je suis un gars qui tripe friperie. Fait
que je fais souvent ma vente de friperie. Puis je pars dans le coin de Saint-Laurent, Saint-Denis, puis je me remets Mont-Royal, tout ça. Puis j'ai 3-4 friperies sur Montréal que j'aime bien. Mais justement, là, vous t'avez dit que Projet Montréal, vous essayez des choses. Je vais rentrer dans certains dossiers plus spécifiques qui ont fait couler beaucoup d'encre. Puis je veux savoir où est-ce que tu te situes dans tout ça. Le chaos des terrasses lors du Grand Prix 2024. Ouais, là, mettons que tu avais à le refaire. On ferme-tu les terrasses? Non, mais c'est parce que c'est pas nous autres qui avons fermé les terrasses. Non, mais écoute, Non, toi puis moi, Luc, en tout respect, moi, j'ai fait de la politique. Puis quand le big boss en haut, il appelle puis il dit « Hey, on ne ferme pas les terrasses. » S'il y avait eu un appel de la mairesse au service Non, elle incendie... était fermée, la terrasse. était... Non, c'est pas comme ça Ok, ça s'est ben, passé. vas-y, Non, mais je te dis, c'est... OK. Première chose, il y a à peu près 500 terrasses dans le plateau puis dans Ville-Marie. Ouais. Parce que c'est Projet Montréal qui a décidé de faire des terrasses sur rue. Ça n'existait pas, hein? OK. Avant. Donc, il y en a 500. Il y en a 4 qui ont fermé pendant le Grand Prix. C'est inacceptable. C'est un inspecteur qui est allé là puis qui a décidé de fermer la terrasse. Un individu, là. On a 28 000 employés. Quand on a appris ça, moi puis la mairesse, on a capoté. Puis là, on a appelé le grand boss pour dire « Hey, ça n'a pas d'allure. » Ouais. Elle a rouvert la terrasse. Ouais. Ça n'a pas été long. Puis l'employé était suspendu. Puis on a révisé la procédure. Maintenant, là, c'est pas toi, cowboy, Ouais, qui c'est va aller ça. fermer la terrasse. Il va falloir que tu aies quelqu'un de la direction qui t'autorise à le faire. C'est hallucinant que ça soit arrivé, mais ça n'arrivera plus jamais. Ben là, c'est bien que les gens entendent ça. Parce que souvent, on entend les grands titres de journaux puis tout, on perd un peu la nuance. Fait que c'est... Puis le Grand Prix cette année, là, Ça a bien été, les Grands Prix cette année. Ça a bien plein été. de monde, C'est excellent, important. Apprendre de super. ses erreurs, c'est super, super important. Ben, en fait, ça nous a... et tout le monde est branlé. Puis ça n'a pas juste réglé la question des terrasses. On a eu des rencontres avec tous les organisateurs d'événements, puis la police, puis le service des incendies pour dire, OK, comment on planifie les événements ensemble? Comment on s'assure que ça fonctionne? Ouais. Comment on s'assure qu'on se parle? Ouais. Puis ça change la façon de faire. Puis on l'a fait, là, vraiment. OK. Le 20-20-20, je ne sais pas ça en est où. Ça existe encore, ça? Ça existe encore. OK. Puis est-ce qu'on le garde, on le change dessus, on le jette à la On le poubelle? simplifie. On le simplifie. Ouais. OK. Donc, moi, c'est ça mon option. 20-20-20, juste pour que les gens, là, Ouais. c'est 20 logements sociaux, 20 logements abordables, puis 20 logements pour les familles. Je me trompe pas? Exactement. Super. Donc, ça, c'est un règlement pour obliger qu'il y ait dans chaque projet de développement du logement social C'est abordable ça, familial. 20 j'ai dit 20, là, mais 20 C'est ça. 20 20 C'est obligatoire. On l'a essayé. On est la première ville à l'avoir essayé. C'était une innovation. Et là, on arrive aujourd'hui avec le constat que c'est trop compliqué. Tout compte. Les gens ne comprennent pas. Les Trop entrepreneurs, compliqué. ils veulent pas. Les entrepreneurs ne comprennent pas. C'est difficile à appliquer. Pour chacun des projets, il faut faire des ententes. C'est trop long. Ouais. Moi, je dis, OK, le principe qu'on doit avoir des logements, La mixité. 20 de logements à but non lucratif dans tous les projets de 200 unités et plus, ça reste. Fait que moi, je le simplifie, mais je garde cette obligation-là. Pour 20 seulement. Pour 20 Plus 60. à but non lucratif. OK. Donc, je te donne 2 exemples de ce que moi, je veux faire. Il y a 2 semaines, un promoteur privé, Brocolini, OK. Ouais. il se fait une entente avec un OBNL, bâtir son quartier, 2 tours dans Bridge-Bonaventure, 800 logements. 400, c'est logements privés, 400 logements abordables. Parfait. Il y a un partenariat entre un OBNL et un privé. Même chose à l'îlot voyageurs. Mondev s'entend avec Utile, qui fait du logement étudiant, à Ouais. but non lucratif. Ils s'entendent, ils respectent le 20 Go! Moi, c'est ça que je veux, qu'il y ait des partenariats directs entre des OBNL et des développeurs privés, OK. puis qu'ils fassent au moins 20 puis On n'est plus dans le 20, on est rendu dans le 20. au moins 20 hors marché, puis c'est-à-dire à but non lucratif. Ouais. Puis on va en développer. Puis moi, ce que je veux, c'est des partenariats. Puis je veux des projets. Je veux pas avoir des contributions financières. On n'a pas besoin de contributions financières à la ville. On veut des projets. Les projets qui lèvent. Puis je pense que les développeurs, là, ils partagent notre objectif d'avoir une ville qui est pour tout le monde. Mais c'était juste trop compliqué. Là, on va leur offrir une façon simple de le faire. Puis je pense que ça va marcher. Puis je leur ai parlé beaucoup dans les dernières années. J'étais responsable du développement économique. Ouais. Puis je pense qu'on a la bonne façon qui fait que ça va fonctionner. OK. Affiche, entrée de l'hôtel de ville, tu rentres à l'hôtel de ville, la première affaire que tu vois, c'est une femme voilée. Non, tu vois plus ça. C'est fini. Là, c'est plus le cas, mais ça a Ouais. été le cas. Ouais. C'est une erreur. Parfait. On passe à autre chose. Les nouvelles stations de métro, les 5 noms des stations, ça a beaucoup fait parler. Ben, franchement, j'ai pas vraiment. Moi, je me situe pas nulle part dans ça. J'écoute puis je me pose la question. Je te pose la question. Ça a été historiquement nommé, les stations de métro, en fonction de lieux géographiques. Ouais. Tu sais. Puis là, bon, changement de paradigme. Là, les nouvelles stations sont. C'est quoi? C'est une femme d'origine autochtone,
une guerre haïtienne, un combat haïtien, Versière, il me semble, de mémoire. Il y a toujours On garde, on change, on laisse ça pareil si tu rentres le 2 novembre. Moi, je change pas ça. Là. Tu changes pas ça. Il y a eu toute une démarche, il y a un comité d'experts ok. qui a été mis en place, on est arrivé à cette conclusion-là, c'est fait, moi, je touche pas à ça. OK. Bon, moi, c'est clair. J'ai bien d'autres priorités. Ouais, c'est ça. Écoute, j'en doute pas. Dernière question. L'état des finances de la ville. Tu m'as parlé que tu étais responsable des finances de la ville pendant plusieurs années. En faisant ma petite recherche avant l'entrevue, j'ai remarqué que les finances vont pas si bien que ça, que si tu regardes sur un horizon de 2, 3, 4 ans, il pourrait y avoir jusqu'à 1,5 milliard de débalancement entre les dépenses de la ville et les revenus. Comme on sait, les villes au Québec n'ont pas le choix d'avoir un budget balancé. D'abord, comment on en est arrivé là? Première question. Comment on remet de l'ordre dans ça? Deuxième question. Et où est-ce que tu coupes? Parce que là, tu m'as parlé de programmes de conteneurs, de programmes de logement, de programmes de propreté, de brigade, tout ça, ça va coûter de l'argent. Où est-ce que tu coupes? Fait que en 3 temps. Ouais. Donc, comment on en est arrivé là? il faut juste comprendre c'est quoi le défi budgétaire. Parce qu'il n'y a pas de déficit. La ville ne fait jamais de déficit. Moi, quand je suis arrivé puis j'ai préparé le dernier budget, c'était 300 millions de défis. Si tu regardes, là, parce que tu as vu le rapport, j'imagine que tu as lu le rapport préélectoral qu'on a mis en place, nous, Projet Montréal, pour que les gens sachent ce qui les attend avant de se présenter. C'est quand même une innovation qu'on a mis de transparence. Ouais. Mais si tu regardais en arrière, pendant les 20 dernières années, à chaque année, depuis 20 ans, chaque année, il y a un défi budgétaire entre 300 et 500 millions. Quand Mme Ferrada-Martinez était avec Union Montréal avant, c'était le cas. OK. C'est encore le cas aujourd'hui. Puis quand on fait le budget, au mois de juin, on regarde, OK, il manque tant, puis il faut qu'on finisse à zéro, tout le temps. Puis on fait des choix. Puis là, on regarde service par service, activité par activité. Qu'est-ce qu'on garde pas, pour arriver à balancer le budget. C'est pas pire maintenant que c'était avant. OK. Puis la situation financière de la ville, chacun a son opinion là-dessus, tout ça. Les agences de notation, là, c'est pas des membres de Projet Montréal, là, Non. ont amélioré la cote de crédit de la ville en 2022 sur Projet Montréal. C'est le gouvernement du Québec qui doit être jaloux. On a une meilleure cote que le gouvernement du Québec. Tu sais, donc, ça, c'est des agences indépendantes là, qui jugent qu'on gère les finances de manière responsable. Maintenant, c'est sûr que c'est super serré. Ouais. Il faut toujours faire des choix, puis moi, j'ai réussi à le faire. Quand j'ai fait le budget, j'avais 300 millions de défis. On a fait le budget, puis j'ai rajouté 33 millions en habitation parce que c'était ma priorité. OK. Fait qu'on est capable d'y faire face quand on connaît le budget. Quand on ne le connaît pas, puis quand on est habitué d'être au gouvernement fédéral, c'est peut-être plus facile. Parce que là, tu peux dépenser. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas grave. Puis tu fais des déficits. Ouais. Parce que quand même. Toi, dès que ça sort, il faut qu'il y en ait qui rentrent. Puis dès qu'il y en a qui rentrent, Exact. ben, tu peux avoir de la marge de manœuvre pour que ça sorte. Il faut faire des choix à l'intérieur du budget. Puis une des choses que j'ai annoncé aussi, c'est qu'il n'y aurait pas plus d'employés à la ville là, dans 4 ans que maintenant. OK. On a 28 000 employés, on va en avoir 28 000 dans 4 ans. On va faire des choix. Ça se peut qu'il y ait des gens qui quittent, qu'on les déplace d'un à l'autre, mais le cadre, c'est ça. OK. On va jouer avec ce cadre-là. Puis j'ai déjà annoncé que les taxes seraient entre 2 et 3 C'est ça notre cadre là, pour 4 ans. Les gens ils savent à Les quoi taxes s'attendre. entre 2 et 3 Entre 2 et 3 Parce que ça aussi, il y avait une promesse de ne pas l'augmenter au-delà de l'inflation, promesse qui n'est pas vraiment... Non, elle a été respectée. Année par année, tu peux regarder, elle a été respectée. Je te dis, OK. on n'a jamais Encore dépassé une l'inflation. fois. Vérifie les faits. Je vais vérifier, mais comme je te dis, j'ai vérifié quand même, j'ai fait ma recherche avant, là, puis plusieurs articles mentionnaient que ça n'avait pas toujours été le cas. On est dans le détail, je pense. là. Il n'y a pas eu d'augmentation extrêmement plus grande que l'inflation. On est peut-être dans une marge de 1,5 là. On a même gelé les taxes une année, 0 Donc, Mais là, toi, tu promets que moi, ce je sera- propose, je propose, moi, le taux fixe, entre 2 et 3. Madame Martinez-Ferrada, elle propose le taux variable. Ça va Ouais. dépendre de l'inflation. Ouais. On a vu les dernières années, l'inflation, qu'est-ce que ça a Ça a fait? pogné hein? 6-7 en année. Ça a pogné 6-7. Puis quand tu es dans un contexte d'incertitude, bien là, tu te dis, OK, je prends le risque de l'inflation ou je prends le taux fixe OK. de 3 Moi, c'est ça que je propose. OK. Ça, c'est mon expérience des jardins qui fait. Ben Tu choisis oui. le taux fixe ou tu choisis le taux Ben moi, en variable? tout cas, c'est ça, j'ai pas encore de maison, fait que j'ai pas encore de grosse hypothèque, fait que Ouais, je suis c'est pas ça. encore d'un gros taux fixe, taux variable. Ouais. Mais laisse-moi dire que les dernières Mais c'est années... max 3. Comment? Max 3 Oui, c'est ça, mais moi, les dernières années, de ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu,
mais que j'arrive à négocier une hypothèque, à choisir un prêt, tendance à penser que le taux fixe semble être quelque chose qui va me stresser moins. C'est ça. Fait que, en tout cas, C'est plus safe. c'est plus safe. Fait que, écoute, ça a été super agréable, bien plaisir. honnêtement. Meilleure des chances pour toi Merci. et au plaisir de se recroiser après le 2 novembre. Yes. Merci beaucoup, Luc. Merci à Vraiment toi. chouette. Yes. Cool. C'est wrap!